Il est 20h, mesdames, messieurs, bonsoir, voici les titres. À la une, tête-à-tête entre le président Macky Sall et le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, au menu de l'entretien sécurité, coup d'État et finances internationales. Le chef de l'État a également reçu la représentante permanente des Nations Unies auprès de l'ONU. Amadouba, hôte de Tivaouane, une visite de courtoisie auprès du Khalife général des Tidjanes à quelques jours du Mawloud. Le Premier ministre a également visité les chantiers en cours de réalisation dans la cité religieuse. Yassane et Kianaba ont aussi reçu la visite du chef du gouvernement. Dans la série consacrée aux préparatifs du Mawloud, un focus ce soir sur le dispositif d'assainissement mis en place à Tivaouane. L'on s'est intéressé également au Wird de Tidjane, son importance et ses vertus. Nous ferons aussi plus ample connaissance avec Cheikh Ibrahim Niass, l'imam de la Faïda. La culture du riz étend ses tentacules à Goudiri dans la région de Tambacounda. L'exemple de Inala, zone agricole par excellence. Plus d'une centaine de femmes s'activent dans la production de riz avec l'appui de l'État pour relever le défi de l'autosuffisance au Sénégal. Bienvenue à tous. Réforme du système des Nations Unies, insécurité dans le Sahel, recrudescence des coups d'État et nouvelle architecture financière internationale, entre autres sujets au menu du tête-à-tête entre le président Macky Sall et le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Le chef de l'État s'est aussi entretenu avec la représentante permanente des Nations Unies auprès de l'ONU. Les échanges sont portés sur la sécurité alimentaire et la sécurité dans la sous-région. Les États-Unis veulent également s'impliquer dans la résolution de la crise politique au Niger. Sur place, nous retrouvons Biram Bigueyaï. Entre le président de la République Macky Sall et le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, il y a des convergences de vues qui apparaissent en filigrane dans leur adresse à la communauté internationale. Convergence de vues sur la nécessité de réformer la gouvernance mondiale. Les deux hommes se sont retrouvés en marge de la session pour un tête-à-tête qui a permis d'évoquer la situation dans le Sahel et la réforme des structures de la gouvernance mondiale. Réformer le Conseil de sécurité pour l'adapter au monde d'aujourd'hui. Mieux, c'est toute l'architecture financière internationale qu'il faut repenser pour qu'elle devienne universelle et se transforme en filet de sécurité mondiale pour les pays en développement. Antonio Guterres a également réaffirmé le soutien continu des Nations Unies au gouvernement sénégalais dans ses efforts qui visent à consolider la gouvernance démocratique et à promouvoir le développement durable. Développement rime avec paix et sécurité. La lutte contre le terrorisme a occupé une bonne partie des débats, de même que la recrudescence des coups d'État. L'idée est de favoriser les transitions démocratiques et mettre fin aux changements anticonstitutionnels en Afrique. Le président Macky Sall a également reçu dans la foulée la représentante permanente des États-Unis auprès de l'ONU. Les échanges ont porté sur la situation dans la sous-région, notamment comment aider à dénouer la crise au Niger. Le suivi des recommandations du sommet de Washington était aussi au menu de l'entretien. Un sommet dont l'enjeu est de se pencher sur la sécurité alimentaire. Le commerce entre l'Afrique et les États-Unis a aussi été évoqué lors de cette séance de travail. Le nouveau pacte de financement mondial au menu d'un entretien que le président Macky Sall a eu avec la ministre des Affaires étrangères de la France. Le Quai d'Orsay se dit également attentif à la situation sécuritaire en Afrique, notamment dans le Sahel. À New York, en marge du sommet des États-Unis, le président Macky Sall a reçu le président de la Banque islamique de développement. La BID va accroître son volume d'investissement au Sénégal, surtout dans le secteur de l'agriculture. Je vous propose d'écouter tour à tour Dr Mohamed Suleiman, le patron de la Banque islamique de développement, et Catherine Colonna, ministre des Affaires étrangères de la France. Ils sont interrogés par nos envoyés spéciaux. The President, His Excellency the President has
Son Excellence, le Président de la République a été très généreux de nous avoir accordé cette audience. Et c'est toujours une opportunité d'échanger avec Son Excellence. On a passé en revue le portefeuille de projets que la BID finance au Sénégal et nous sommes très contents de leurs avancées. Et c'est toujours un plaisir d'écouter, monsieur, les conseils de Son Excellence, le Président, sur le développement, sur l'Afrique d'une manière générale. Nous avons un portefeuille très riche au Sénégal à hauteur de 5 milliards de dollars. Nous sommes très contents des avancées de réalisation de ces projets par le gouvernement du Sénégal. Nous avons beaucoup de projets en cours. Transport du TER, nous venons juste d'approuver sa deuxième phase et nous en sommes très fiers d'y participer. Nous avons aussi d'autres projets dans le domaine de l'agriculture. There are many projects that we are working on, and we're very happy about the implementation and the dedication of the government to implement the projects in the best possible way. Nous avons parlé vraiment de beaucoup de sujets, essentiellement pour vous dire la vérité, des suites du sommet de Paris pour un nouveau pacte financier mondial, qui a été une grande réussite, mais qu'il faut faire vivre, maintenant décliner dans la transformation des institutions financières internationales, avec la COP28 qui va arriver. Et il faut qu'on réussisse à faire que les pays qui en ont le plus besoin aient accès davantage au financement. On doit lutter à la fois contre la pauvreté, contre le changement climatique qui menace aussi tous nos pays, et puis unir nos efforts. Alors c'était un premier thème d'entretien, puis ensuite un tour d'horizon plus global sur les situations en Afrique. L'Afrique est vaste et diverse, comme a dit le président. Des audiences tenues en marge du sommet des Nations Unies. Lutter contre les inégalités sociales et les disparités dans le monde, bâtir de nouvelles relations internationales et réformer le mécanisme de sécurité collective sur fond de respect des engagements dans la lutte contre le réchauffement climatique. Tels sont les axes du discours historique du chef de l'État à la tribune des Nations Unies. Retour sur ce discours avec Ousmane Garifaye. Il faut bâtir un monde de consensus et refonder le multilatéralisme. Le chef de l'État a plaidé pour une nouvelle gouvernance mondiale plus représentative de la nouvelle configuration des relations internationales. Le président Sall a appelé les peuples libres à s'assumer pour exister dans le concert des nations. Pratiquer des valeurs communes, oui, mais dans le respect des différences. Tels sont selon lui les gages d'un monde de paix et de solidarité. Et sous ce rapport, il a cité le poète président Léopold Sédar Senghor, théoricien de la civilisation de l'universel. Ce rendez-vous du donner et du recevoir, terreau fertile sur lequel s'est bâti le système multilatéral. Le président a réitéré l'engagement du continent à lutter contre les changements climatiques face à l'urgence et les risques des continents comme l'Afrique en cours est pourtant moins pollueur avec seulement moins de 4% des émissions de gaz à effet de serre, ce qui constitue selon lui une injustice climatique qu'il faut réparer au plus vite. Il a vanté à ce sujet les mérites et les initiatives sénégalaises dans l'action climatique avec la mise en place de projets d'infrastructures plus sobres en carbone comme le TER et le BRT dans le système de transport de masse. Le président a appelé les donneurs d'ordre à respecter leurs engagements qui étaient de mettre 100 milliards de dollars par année au service de la lutte contre le réchauffement climatique. C'est comme cela seul, selon lui, que l'humanité parviendra à bâtir un monde plus juste. Abordant la question de la sécurité mondiale, il a plaidé pour un règlement rapide de la guerre qui sévit en Europe entre la Russie et l'Ukraine. Il a en même temps appelé à une lutte plus objective contre le terrorisme qui secoue le continent, occasionnant un climat d'insécurité généralisé. Il a déploré l'inefficacité des missions de maintien de la paix, avec des mandats aux antipodes des préoccupations des États et des aspirations de leur peuple. Il prendra exemple, sans les citer nommément, sur le Mali et le Burkina, qui selon lui constituent l'exemple type de ce que les mandats ne répondent plus à la nature du péril. Pour lui donc, il faut passer du principe de maintien à celui de restauration de la paix. Le chef de l'État a pointé du doigt l'obsolescence du mécanisme de sécurité collective dont l'activation, selon lui, répond à la logique des intérêts de ceux qui toujours veulent croire en la réalité d'un monde multipolaire. Macky Sall a rappelé à la communauté internationale que les temps ont changé et que les relations internationales doivent s'adapter. Il a enfin abordé les questions de politiques intérieures, réitérant son engagement à quitter le pouvoir au terme de son second
et dernier mandat, organiser des élections libres et transparentes, des adieux à la communauté internationale aux allures de recommandation. Il a appelé cette même communauté à accueillir dans les mêmes conditions de chaleur et de convivialité celui qui lui succédera en 2024. Ousmane Gari Faye, vous l'avez dit, le président de la République, Macky Sall, devant la tribune des Nations Unies, a fait ses adieux à la communauté internationale. Un discours émouvant, plein de sens et d'espoir. Le chef de la diplomatie sénégalaise, Maître Aïssata Tall Sall, l'a décrypté. Voici un extrait. Le président Macky Sall, comme à l'accoutumée à chaque Assemblée générale des Nations Unies, a livré à la communauté internationale, va être frappé du sceau de l'histoire. Du sceau de l'histoire parce que vous l'avez dit, c'est son dernier discours en tant que président de la République du Sénégal et il a fait ses adieux à la communauté internationale. Mais en faisant les adieux, aussi émouvant que cela a été, nous avons quand même noté qu'il a beaucoup insisté sur l'espoir. L'espoir que le Sénégal restera ce pays de la Teranga. L'espoir que le Sénégal sera ce pays ami à la communauté internationale. En demandant d'ailleurs à cette communauté d'accueillir son successeur. Lui passera le relais le 2 avril, son successeur sera aux commandes et il demande à la communauté internationale de réserver à son successeur le même traitement dont il a eu l'honneur de bénéficier pendant les 12 ans qu'il a été aux commandes du Sénégal. Je pense que fondamentalement, nous pouvons retenir cela, mais également aller dans le fond du discours. Ne pas oublier que le thème de cette Assemblée générale, c'est restaurer la confiance et raviver l'espoir. Comment restaurer la confiance tout en ravivant l'espoir? Tout au long de son discours, de son adresse, le président Macky Sall, sur différents sujets, différents thèmes, n'a pas manqué de revenir là-dessus pour exprimer le point de vue du Sénégal. Le président Macky Sall a souligné l'importance aujourd'hui d'un plaidoyer fort qu'il a eu à mener pendant qu'il était à la tête de l'Union africaine. C'est l'entrée de l'Afrique au sein du G20. C'est également à mettre à l'actif du Sénégal, de la présidence en exercice du Sénégal et du chef de l'État, du président Macky Sall. Cela vient également compléter un autre plaidoyer. C'est une mise en perspective, on va dire. Il faut que l'Afrique soit représentée au Conseil de sécurité des Nations Unies. Je pense que sur le sujet, sur le thème de cette Assemblée générale, ce que nous pouvons retenir du discours du président Macky Sall, c'est vraiment un discours témoin, comme s'il devait passer le relais à son successeur sur ces différentes questions qui sont des questions graves et fondamentales. Il a ouvert son discours sur le chapitre de restaurer la confiance par plus de paix, par restaurer la paix, restaurer la sécurité, combattre les inégalités, d'où d'ailleurs son appel à encore beaucoup plus d'efforts pour ensemble que nous puissions lutter contre la migration irrégulière et pour une migration sûre, régulière et ordonnée. Et quand on sait l'actualité aujourd'hui de notre pays, on peut penser que c'est un thème grave, c'est un thème urgent et c'est un thème pour lequel le Sénégal propose des solutions et appelle, au-delà de ces solutions nationales, à des solutions internationales. Également, dans ce passage de relais, de témoin, je pense que nous ne pouvons pas ne pas noter, comme vous l'avez dit, la réforme des institutions internationales. C'est bien, nous avons été au G20 et le président Macky Sall n'est jamais suffisamment à féliciter pour ce combat qu'il a mené et qu'il a gagné au nom du continent. Mais au-delà du G20, il faut aller vers la réforme de toutes les institutions de Bretton Woods. Aujourd'hui encore, il a participé à un panel avec le président Charles Michel, avec le premier ministre de l'Espagne, sur comment bâtir une architecture financière internationale juste et équitable pour nous les pays. Comment financer nos économies, comment faire face à tous nos besoins de développement. Comment cette communauté internationale, de façon tout simplement équitable, doit comprendre que l'Afrique ne peut pas se développer par l'aide. L'Afrique doit pouvoir se développer par le partenariat avec l'allocation de ces financements massifs qu'elle ne commande pas, qu'elle demande à ce qu'il lui soit alloué et qu'elle puisse ensuite rembourser. Troisième point, c'est sur les valeurs. Je pense que là aussi, si on doit passer à plus de solidarité, il faut que chacun apprenne à se respecter dans sa différence propre vis-à-vis de l'autre. Et de cela, le président Macky Sall, de façon régulière, chaque année, a insisté. Et il l'a dit d'ailleurs dans un terme tellement imagé que tout le monde a compris. C'est le prêt-à-porter civilisationnel.
il dit que cela n'est pas possible, en faisant référence d'ailleurs à une citation du président Senghor. Et quatrième point, pour restaurer la confiance et raviver l'espoir, c'est le changement climatique, le financement de l'adaptation, en rappelant que l'Afrique n'intervient que pour 4% de la pollution et de la carbonisation du monde. Et pourtant, elle en subit toutes les conséquences sans avoir la possibilité de pouvoir bénéficier, là encore, de ressources financières adéquates pour faire face à l'adaptation. Et enfin, ça a été le message d'adieu qui ouvre sur l'espoir que la communauté internationale prendra à bras le corps tous ces défis qui se posent à nous, parce qu'assurément, sur ces questions-là, nous devons nous sauver ensemble ou périr ensemble, et le président Macky Sall appelle à ce que nous puissions nous sauver ensemble. Maître Aïssata Tall Sall, interrogé par Pape Biram Biguendiaï. Retour chez nous pour signaler la visite du Premier ministre à Tivaouane. C'est en prélude au Gamou. Le chef du gouvernement s'est entretenu avec le Khalife général des Tidjanes avant d'échanger avec les mandataires du Khalife sur les préparatifs du Gamou. Prières et bénédictions ont rythmé cette tournée qui a aussi conduit Amadou Ba sur les chantiers en cours de réalisation dans la cité religieuse Aramdawa. Ce qu'il y a de plus représentatif du cercle du Khalife, mobilisé en même temps pour accueillir Amadou Ba, c'est inédit, révèle Tivaouane. Preuve de la considération et de l'estime du Khalife général, Serigne Babacar Sy Mansour envers le Premier ministre, qu'il a lui-même reçu, hors des caméras. J'ai vu le Khalife ce matin, qui a beaucoup prié pour le président de la République, pour le Sénégal et pour nous-mêmes. À notre tour, nous prions pour le Khalife, que Dieu, dans sa miséricorde, le laisse encore parmi nous pendant longtemps. Nous avons rencontré toute la famille et nous avons pu échanger sur les préoccupations. L'objet de la visite est de vérifier est-ce que les dispositions qui sont prises par le gouvernement sur instruction de M. le Président de la République ont été totalement respectées. Le Gamou approche avec ses exigences d'approvisionnement correct en eau, une fourniture suffisante en électricité, un accueil dans les conditions idoines des pèlerins. Les ministères et autorités concernées sont déjà passés. Avec le Premier ministre, beaucoup sont revenus, confirmer l'engagement à relever le défi. Et j'ai demandé au gouverneur, qui a déjà évalué ses besoins, de se référer au ministre de l'Intérieur, au ministre des Forces armées, avec qui j'aurai des échanges tout à l'heure pour que la sécurité soit renforcée. Quand on parle de Maouloud, on pense aussi à l'eau. Et ça a été un plaisir pour nous de nous rendre compte que le forage que le président de la République avait demandé d'édifier dans l'enceinte de la mosquée pour alimenter et la mosquée et une partie de Tivaouane, que ce forage est aujourd'hui fonctionnel, Inch'Allah, cette année, en plus des dispositions traditionnelles que nous avions. Le forage va venir s'ajouter à la production d'eau et nous pensons que ça devrait suffire. Tivaouane n'en attendait pas moins du Premier ministre, considéré comme un membre de la famille. Vous vous êtes bien entretenu tout à l'heure avec le Khalife général. Vous lui avez bien parlé et il a bien répondu. Je vous ai même entendu dire que quand vous êtes respecté et aimé dans une famille, vous avez du mal à formuler des demandes. Mais sachez que vous êtes ici chez vous. Pour remerciements et viatiques, les prières étaient ardentes et bien contextualisées. Personne ne boude ce qui est bien. Dieu est neutre et transparent. Ne négligez rien et lancez-vous pour atteindre votre but et partagez ensuite avec ceux qui vous ont rejoints les fruits. Sur ces bénédictions,
Le Premier ministre a poursuivi sa tournée à Tivaouane, visite des chantiers du nouvel hôpital Seydi El Hadj Malick Sy, un coût de 46 milliards de francs CFA pour 300 lits et 17 spécialités. Un bijou en devenir, tout comme la grande mosquée en cours de construction et dont les travaux avancent bien. Après Tivaouane, le Premier ministre s'est rendu à Ndiassane et Thiénaba. Nous y reviendrons. L'édition 2023 du Mawlud ouvre l'ère d'un cycle d'au moins 10 ans de célébration en plein hivernage, ce qui remet à jour l'épineuse question de l'assainissement de la ville sainte de Tivaouane, une problématique qui laisse apparaître une crainte majeure d'inondation dans la cité de Maodo qui accueille à cette occasion des millions de pèlerins. Ainsi, la municipalité, l'ONAS et le comité d'organisation du Gamou travaillent en synergie pour parer à toute éventualité. Sur place, les éclairages de Fatima Tabanelbar. Tivaouane la Sainte s'apprête à accueillir des millions de fidèles cette année encore pour la célébration du Mawlud. Un moment d'intense ferveur, mais aussi de crainte car ils sont nombreux les pèlerins qui campent et cuisinent à l'air libre ou sous des tentes de fortune. En outre, le réseau d'assainissement de la ville est défectueux et compte près de 21 points bas et zones inondables. Raison pour laquelle il est impérieux de repenser un programme spécial d'assainissement de la ville de Tivaouane. Aujourd'hui, tout ce que nous demandons, un programme spécial au sortir du Mawlud, que Tivaouane puisse disposer d'un programme spécial pour les eaux pluviales, mais combiné au programme déjà existant pour les eaux usées. Parce qu'on parle toujours des 4 milliards, mais rappelez que c'est caduc. Ces 4 milliards, c'est le programme de 2018 qui n'avait pris en charge que les eaux usées pour 10 quartiers, pour les 112 quartiers de Tivaouane. Mais Tivaouane déjà avec en pleine extension, avec les 7000 hectares, avec les villages environnants, Tivaouane a besoin d'un programme spécial d'urgence. Dans l'urgence, l'équation des eaux pluviales et celles usées nécessite une mobilisation et une synergie d'action entre l'État du Sénégal, à travers l'ONAS, la municipalité et les autorités religieuses. La ville de Tivaouane a toujours été une préoccupation de premier plan dans les politiques d'assainissement définies par son excellence le président de la République, Macky Sall. Dans le cadre du projet des 10 villes, un investissement de 4,3 milliards a été réalisé ici. Aujourd'hui, les travaux sont achevés à plus de 97%. Mais c'était le volet eau usée. Il reste quelques réglages à faire. Et ce projet nous a permis de faire un raccordement sur 16 km à l'intérieur de la ville et a impacté plus de 1500 ménages dans la ville de Tivaouane. S'agissant des eaux pluviales, l'ONAS a travaillé en relation avec la mairie pour arriver à un drainage des eaux au niveau de cette ville. Et nous avons pu constater aujourd'hui que ces travaux avancent à un très bon rythme. Après chaque pluie, presque plusieurs quartiers de Tivaouane sont envahis par les eaux de ruissellement, notamment le Carrefour, Djida, Kirkhali, Kouli, Konyudiaka, où sont implantées les mosquées et l'essentiel des résidences des dignitaires religieux, causant ainsi beaucoup de désagréments aux populations. Il y a beaucoup de quartiers aujourd'hui qui sont des quartiers où il y a des zones bas et c'est des quartiers vraiment inondables et qui n'ont pas été pris en charge pour la majeure partie de ces quartiers par le premier programme pour les eaux usées. Donc ces populations vivent un double calvaire. Elles n'ont pas accès d'abord à ce programme des eaux usées, mais aussi pour les eaux pluviales, les maisons sont englouties. Et mieux, moi j'ai fait le tour parce qu'il y a 2 niveaux. Moi, au-delà des rapports que nous produisons, moi je vais sur le terrain chaque fois qu'il pleut pour avoir le ressenti des populations. Là, je pense qu'il y a un important dispositif en rapport avec ONAS qui a été mis en place pour qu'au moment du Gamou, en cas de pluie, véritablement que ces points-là puissent rapidement être évacués au niveau du bassin. Pour les travaux de moyenne envergure, avec l'entregent du maire, donc il a décidé véritablement qu'on prenne sur notre propre budget pour devancer un peu l'État en initiant un grand programme à travers les axes sur les routes. Parce que, comme vous le savez, avec le Gamou, il y a une grande affluence de pèlerins. Donc, généralement, s'il y a de l'eau qui stagne dans ces points, ça va non seulement influer sur le trafic, mais aussi sur la mobilité des pèlerins. Donc là, on a initié 9 points qui ont été aujourd'hui raccordés au niveau du réseau. Donc les 7 points ont déjà été installés. Il reste 2 points qui vont être installés avant le Gamou. L'autre problème fondamental qui inquiète les populations de Tivaouane, c'est également les bassins de rétention qui doivent être sécurisés. Actuellement, pour ce bassin-là, la mairie a programmé véritablement de mettre une clôture, non seulement pour sécuriser le bassin, mais aussi pour permettre aussi de l'agrandir avant. Parce que le bassin est un peu trop étroit
pour pouvoir accueillir pratiquement la grande marée d'eau qui se déverse dans la ville après les pluies. L'assainissement n'est pas une compétence transférée. On a vu que la commune, le maire fait des efforts, la commune, mais c'est des efforts quand même que je dis qui sont marginaux parce que la commune n'a pas les ressources pour pouvoir régler ce problème d'assainissement. Il urge que l'État du Sénégal, en synergie avec les communautés religieuses, fasse de l'assainissement global une priorité. À Tivaouane, les autorités municipales s'activent également avec l'ONAS pour venir à bout du projet d'assainissement de manière structurelle. En attendant, les populations de la cité de Maodo prient pour que le ciel n'ouvre pas ses vannes d'ici le Mawlud. La célébration du Mawlud, prétexte pour découvrir des figures emblématiques de l'islam. Ce soir, nous faisons connaissance avec Cheikh Ibrahim Niass, plus connu sous le nom de Baye Niass. De son vivant, l'imam de la Faïda ne respirait que pour le prophète. À travers ses écrits, Baye Niass ne cesse de faire des louanges de l'élu des hommes. Son portrait nous est dressé par Ibrahim Alonga. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Quel qualificatif pour un homme unique, quelle intelligence pour cerner la dimension de la mère d'entre toutes les créatures, mieux, quel genre de plume pour noircir de bonnes paroles les pages de la vie et l'œuvre de celui qui est considéré comme la boussole de toute l'humanité, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Le célébrer revêt une grande importance pour tout musulman, c'est pourquoi Baye Niass, de son vivant, donnait un cachet particulier au Gamou. Un événement annuel qui marque la commémoration de l'anniversaire de la naissance du prophète. Au prophète lui-même, Allah lui dit que le fait de lui raconter l'histoire des autres prophètes contribue à raffermir sa foi. Donc Cheikh Ibrahim Niass en tire la conclusion que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a besoin qu'on lui fasse la narration de l'histoire des autres prophètes pour que son cœur soit raffermi, les nôtres en ont encore plus besoin que le sien. C'est pour ça que le Coran nous dit de l'histoire de chacun des prophètes, on va faire des extraits pour te les raconter, pour que ton cœur puisse être raffermi. Donc Cheikh Ibrahim Niass considère que l'organisation du Gamou est une occasion pour rappeler les différentes étapes ou les grands événements de l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Se souvenir de la vie et de l'œuvre du prophète, une importance pour tout croyant. C'est pourquoi toute la vie de Baye Niass s'articule autour de l'envoyé d'Allah. Ces différents écrits en constituent une parfaite illustration. Comme il le dit dans un de ses vers, لِحُبِّكَ يَدْعُونِي دَوَاعٍ عَدِيدَةٌ جَمَالٌ وَإِحْسَانٌ وَتَبْءٌ مُوَافِقٌ. Dans ce poème, il cite un certain nombre de qualités qui font aimer naturellement le prophète sallallahu alayhi wa sallam. لِحُبِّكَ يَدْعُونِي دَوَاعٍ عَدِيدَةٌ. Il y a plusieurs causes qui m'appellent à ton amour. Jamalun wa ihsanun, la beauté, la bonté et une nature semblable. C'est-à-dire que il soutient dans ce vers-là qu'il a la même nature que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, il dit que voilà, il a tellement aimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il s'est éteint dans son océan. Hali ma'al Mustafa la aqla yudrikuhu sallallahu alayhi ilahi munzilul kutubi. J'ai une station dans la dimension mohammedienne qu'il n'est pas possible d'intelliger. Et quand il parle d'une manière ésotérique du prophète, il faut impérativement être dans le cercle des initiés pour pouvoir percevoir le message. Quand il donne un descriptif du prophète sallallahu alayhi wa sallam auquel ne peut accéder qu'un initié, comme quand il le définit aya sifatan qad subbihat bismi fa'ili mata ji'ti fi'lan sirti khayyarta aqili. Il y a même des exégètes de la poésie de Cheikh Ibrahim Niass qui disent que même si on a une maîtrise de la langue arabe parfaite, il est impossible de déchiffrer le langage que Cheikh Ibrahim Niass utilise quand il parle de la dimension essentielle du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans avoir goûté à la faïda qui est une grâce qui lui a été accordée par Allah subhanahu wa ta'ala par l'entremise du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de Cheikh Tidjani radiyallahu anhu. Le Gamou peut être considéré comme une preuve d'amour du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, avec comme principal objectif raffermir la foi des croyants. Un rendez-vous annuel bien respecté au Sénégal, car célébré par tous les foyers religieux.
Ibrahim Ananglon s'est également intéressé ce soir à un rituel très important et très respecté dans la confrérie Tidjane. C'est pour parler du wird Tidjane. En plus des 5 piliers de l'islam, le wird est une obligation pour tout disciple. C'est quoi le wird? Élément de réponse avec Aïssatou François Sec. Dans le Coran, invoquer Allah est une obligation. Chez les Tidjanes, en plus des 5 piliers de l'islam, on doit observer un rituel propre à la confrérie et la Salatul Fatiha revêt une importance capitale. C'est une formule de salat qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Réciter une fois seulement Salatul Fatiha vous rachète de l'enfer. Première des incantations transmises à Seydi Ahmed Tidjane par le prophète, le wird, un acte d'adoration fait de manière assidue. Quand vous allez dans le Coran, vous trouverez que plus de 30 fois, Dieu fait injonction aux musulmans de se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala, de le magnifier, de le glorifier. Le lazim, forme de prière sur le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, est une partie intégrante du wird. Il se fait obligatoirement tous les jours, matin et soir. Astaghfirullah 100 fois. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa 100 fois et la ilaha illallah 100 fois. Salmodier à voix basse, la wazifa a un caractère solennel au moment de réciter la Jawratul Kamal, la perle de la perfection, a été dictée au cheikh par le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Quand on fait la wazifa, on met le drap blanc, 100 fois la ilaha illallah, 50 fois Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih, Astaghfirullah al-Azim al-Lazi 30 fois. Mais pour cette prière qui est la Jawharatul Kamal, c'est 12 fois. Quand vous récitez la Jawhara 7 fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parmi nous. Autre rite plein de symboles, le Khadara Juma, il se fait le vendredi et en groupe de préférence. Il se déroule entre la prière de 17h et le coucher du soleil, dans la pénombre autour d'un drap blanc étalé sur le sol. L'origine de ce drap blanc, c'est la pureté. C'est rechercher la pureté. Il y a une heure dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala exauce les prières entre la prière de Asr et la prière de Maghrib, c'est-à-dire Timis. Donc, le Cheikh Ahmed Tidjane radiallahu ta'ala anhu a calé justement cette invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala à cette heure-là. Pour bénéficier des rétributions divines, il faut respecter les conditions de validité. Avoir une adhésion dans la tariqa Tidjaniya, formuler l'intention et venir à quelqu'un qui est agréé à pouvoir donner justement ces zikrs-là, d'avoir une concentration, de penser à Allah subhanahu wa ta'ala de manière continue. Tous ces rites sont des invocations particulières au prophète de l'islam. Ils sont obligatoires pour tout fidèle Tidjane ayant reçu l'autorisation d'un dignitaire assermenté, une façon de le préserver de la dispersion spirituelle. À suite de la tournée du Premier ministre dans les différents foyers religieux après Tivaouane, Amadouba s'est rendu à Ndiassane et Thiénaba qui prépare aussi le Gamou annuel. Amadouba y a fait le point des dispositions prises avant de recueillir des prières pour le Sénégal. Retour sur ses visites et sur le lancement des travaux de la route Pire-Meouane Daya Diop avec Aramdawa. L'enthousiasme des populations de Pire et de Meouane est à la hauteur du bienheureux événement, le lancement des travaux d'aménagement et de bitumage d'une route qu'elles appellent de leur vœu depuis 70 ans. La route Pire-Meouane Daya Diop sera livrée dans 1 an. En nous faisant l'honneur de rehausser par votre présence cette cérémonie de lancement des travaux de la route Pire-Meouane Daya, vous posez un axe qui sera à jamais gravé dans la mémoire collective des populations de cette célèbre contrée de Sagnokhor. Cette route entre dans le cadre du programme spécial de désenclavement PSD. Elle est longue de 10,5 km pour 1,9 milliard de francs CFA d'investissement. Elle traverse des localités connues pour leur potentiel économique. Nous avons un ministère en charge du désenclavement, mais aussi un ministère en charge de l'équité territoriale, tout comme de l'équité sociale. Donc il s'agit là de préoccupations très fortes au président de la République
qui nous a demandé d'ailleurs dans le cadre de la préparation du prochain plan qui va régir le pays. C'est un clin d'œil que j'ai fait à mon ami Makhtar Cissé. Nous étions là au début, quand on lançait le premier plan sous l'égide du président Macky Sall. C'était en 2013. Précisément, c'est en 2014 que ce plan a été validé au mois de février. Là aussi, on est dans le même exercice pour préparer le plan qui va régir le pays 2024-2028. Et justement, ces visites permettent de voir un peu est-ce que les travaux avancent très bien. Pire et Mewan sont reconnaissantes, comme le sont les foyers religieux où le Premier ministre est passé. À Ndiassane, l'objectif était de rendre une visite de courtoisie au Khalife général, Cheikh Bou Sidi Makhtar Kounta, de faire le point des préparatifs du Gamou et de recueillir des prières. À Ndiassane, nous commémorons plutôt le baptême, Gamouat. Depuis 1883, nous le célébrons à l'initiative de Cheikh Bou Kounta le Vénéré. Et depuis, l'État a toujours apporté son soutien. Vous avez été nommé Premier ministre en septembre 2022. Vous nous rendez aussi visite en septembre. Donc on a espoir pour février 2024. Nous sommes reconnaissants pour tout ce que vous faites ici. Nous ne faisons que nous plier aux recommandations de nos guides. C'est tard dans la soirée que le Premier ministre est arrivé à Thiénaba, guidé par la même démarche. Il a été accueilli avec la même ferveur en présence du Khalife général, Baye Hassan Thiénaba. Nous allons prier pour vous. Vous avez toujours participé à nos cérémonies. Je vous confie à Allah qu'il couronne vos activités de succès. Vous êtes sans tâche. ne maa ngi wax yàlla na nga barkeel yàlla na yàlla sàmmal nu la yàlla na nga arrivé yàlla dénk naa la sama ministre Amadou Ba sama président Amadou Ba ne yàlla maa ngi la koy dénk ne yow daal serafat Tivaouane, Ndiassane, Thiénaba, des cités religieuses qui ont apprécié à sa juste valeur la visite du Premier ministre Amadou Ba. Les mots étaient de part et d'autre empreints d'égards que des bénédictions et des cadeaux. Autre aspect de l'actualité nationale, cet atelier de validation de l'étude diagnostique sur l'assurance inclusive et les financements des risques de catastrophes au Sénégal, initiative du programme des Nations Unies pour le développement PNUD en collaboration avec Assurance Développement Forum, IDF et le ministère des Finances et du Budget. Mariam Biramba. Cet atelier représente la deuxième étape du processus démarré en juillet 2023. Il s'agit pour les parties prenantes d'identifier les domaines que le PNUD, en collaboration avec ses partenaires, peut exploiter par le biais de projets d'assistance technique au cours des 2 à 3 prochaines années. L'objectif est de créer un environnement favorable plus efficace pour l'assurance inclusive et le financement des risques. Les risques liés au changement climatique sont très visibles dans nos différents pays ici en Afrique. Il y a presque 275 milliards de dollars de dégâts créés par les risques de catastrophes liés aux catastrophes naturelles. Mais il n'y a que 125 millions de dollars qui sont mis à la disposition des assureurs pour couvrir un peu toute cette catastrophe, tout cet impact. Donc ce n'est pas suffisant. Nous cherchons les possibilités, les nouvelles opportunités à accompagner chaque pays de l'État en passant par notre facilité des risques basée au Pretoria. Au Sénégal, l'on relève une faible pénétration des produits d'assurance avec un taux de 1,47% contre une moyenne africaine de 2,70%. Aujourd'hui, ce qui peut expliquer effectivement cette faiblesse,
ça peut résulter effectivement du nombre d'assurances obligatoires qui est assez faible, mais également de la culture liée à l'assurance, où effectivement certains secteurs d'activité, surtout informels, tardent effectivement à se formaliser. L'initiative cadre avec les orientations de l'État à travers le plan Sénégal émergent. Son Excellence, M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, a validé en janvier 2022 la stratégie nationale d'inclusion financière 2022-2026, dont l'arrêté portant fonctionnement des organes de pilotage et de coordination a été signé le mois d'août dernier. Concernant les risques souverains, le Sénégal a souscrit 3 polices d'assurance au niveau de l'African Risk Capacity. Un contrat d'assurance contre les risques de sécheresse. Au titre de cette police, le Sénégal a eu à bénéficier des indemnités d'assurance d'environ 9,5 milliards et 14 milliards de francs CFA, respectivement en 2014 et en 2019. Un contrat d'assurance contre les maladies à foyer épidémiologiques depuis décembre 2022. Et enfin, un contrat d'assurance pastorale qui couvre le déficit de pâturage. L'actualité récente avec le séisme au Maroc et les inondations en Libye renseigne que les catastrophes naturelles, y compris celles liées au changement climatique, doivent faire l'objet d'une attention particulière dans la planification économique. Et direction à présent Goudiri, région de Tambacounda, pour parler de la culture du riz, un secteur très investi par les femmes. L'exemple de Inala, une zone de production par excellence. Vous allez le voir, plus d'une centaine de femmes s'activent dans la production de riz pour l'atteinte de l'autosuffisance au Sénégal. Grâce au soutien de l'État, leur production est passée du simple au double. On fait le point avec Djorodia. Inala, zone agricole par excellence, nichée au cœur du département de Goudiri. Ici, plus d'une centaine de femmes dévouées à la tâche s'activent pour relever le défi de l'autosuffisance en riz au Sénégal. Nous avons l'obligation de venir chaque mardi, mais des groupes sont formés pour superviser chaque jour nos champs de riz. Nous remercions la Sodagri et les techniciens en agriculture qui opèrent dans la zone. À ce rythme, le Sénégal va cesser d'importer du riz sous peu. Pour que les informations que nous avions avant d'être là, on se disait que le département de Goudiri, ce n'était pas un département agricole. Aujourd'hui, nous sommes à Goudiri et nous sommes en train de constater presque le contraire. Donc, c'est un département qui a besoin d'être soutenu et nous pensons qu'à l'avenir, nous ferons tout pour appuyer donc, ce département pour qu'au même titre que les autres départements, Tambacounda et Koumpentoum, qu'on puisse là aussi booster donc, la production. La transition d'exploitation familiale à un GIE de production commerciale, une aubaine pour ses productrices. Désormais, les services techniques de l'État se sont engagés pour l'accompagnement technique et organisationnel. Dans le cadre du programme national de l'autosuffisance en riz, l'État du Sénégal a mis en place des semences subventionnées et des intrants. Cette année, nous avons eu la chance d'avoir pour le département de Goudiri près de 118 tonnes de semences de riz de Nerika 4 et 6 et de Sahel 108. Et ces femmes ont pu également bénéficier des intrants tels que l'engrais DAP et TSP que l'État du Sénégal a mis gratuitement au niveau des producteurs. Mais également, il y a l'engrais bio, le Green OK, comme on dit, pour accompagner un peu le développement agricole de façon générale et en particulier pour la riziculture. On sait aujourd'hui que pour le Sénégal, la facture en riz est très importante. Nos habitudes de consommation également ont changé. Et malheureusement, dans les foyers que nous avons au niveau du monde rural, les enfants veulent avoir le riz. Au lieu que les parents vendent les autres spéculations, l'arachide, le maïs et autres, pour acheter du riz, si elles cultivent du riz, on peut déjà régler ce problème familial. Le dynamisme de ces productrices permet aujourd'hui de pratiquer 2 techniques de la riziculture, la culture de plateau et du bas-fond. Cette année, la pause pluviométrique a inquiété à un moment, de même que des attaques d'infestation de ravageurs floricoles. Une pause pluviométrique qui avait favorisé donc ces attaques, mais heureusement depuis presque le 15 août jusqu'à ce jour, pratiquement tous les 2 jours, on a une pluie. C'est des pluies qui peuvent retarder donc les dégâts
Et en même temps, nous avons fait appel à la DPV pour qu'ils viennent nous soutenir. Il y avait un premier apport donc, de produits phytosanitaires que la DPV avait mis à la disposition de la région. Cette souveraineté alimentaire passe par la culture des céréales. Il était important que les gens aussi, que cette stratégie-là puisse être répliquée sur le terrain, à savoir faire de sorte que chaque cultivateur, chaque producteur puisse au moins produire une parcelle de riz pour sa consommation. Selon le DRDR de Tambacounda, malgré la pause pluviométrique et quelques perturbations, les cultures de l'ensemble des spéculations céréalières se portent à merveille. Des rendements records sont attendus, surtout par rapport à la production de maïs. Et nous parlons sport. Premier tour des éliminatoires de la CAN féminine de football. Les Lions du Sénégal feront face au Mozambique ce vendredi à 17h au stade de la Dior de Thiès. Pour le coach des Lions, Mamoussa Cissé, l'objectif c'est de gagner tous les matchs et repartir en Coupe d'Afrique. Ibrahim Mboupa. Jouer pour la gagne, les Lions sont fin prêtes pour la double confrontation des éliminatoires de la Coupe d'Afrique. Le groupe est au complet. Joueuses locales et expatriées main dans la main pour décrocher la victoire. Nous sommes au Sénégal, nous avons fait la dernière CAN, nous avons envie d'y retourner. Aujourd'hui, nous avons fait beaucoup de chemin avec cette équipe. Il y a eu de bons moments, des moments moins favorables, mais nous avons tiré des enseignements de tout cela pour essayer d'avoir une équipe la plus compétitive possible, pour essayer de gagner ces deux matchs-là. Le match aller, tout comme le retour, se joueront au stade La Dior de Thiès. Le Mozambique recevra le Sénégal dans la capitale du rail lundi prochain. Un avantage a priori pour les Lions, mais le staff technique est méfiant face à un adversaire qui a de la qualité. C'est une équipe avec les mêmes caractéristiques un peu que l'équipe zambienne, que l'équipe ougandaise. Beaucoup de vitesse, beaucoup de vivacité, beaucoup d'agressivité. Mais tout ça, c'est important. Comme je l'ai dit encore, je voudrais me concentrer sur mon équipe et sur ses qualités. Essayer, sur la base des deux matchs que nous avons joués ici contre l'Algérie, et essayer d'être au meilleur de notre forme pour pouvoir faire face à cet adversaire et nous imposer. L'équipe nationale féminine a beaucoup progressé ces dernières années. Elle était quart de finaliste de la dernière Coupe d'Afrique en 2022 au Maroc. Les Lions ont raté de peu la qualification en Coupe du Monde, éliminée par Haïti lors des barrages intercontinentaux. Toujours dans l'actualité sportive, Raoul Toupane a été nommé directeur technique national de la Fédération sénégalaise de basket. Il a été entraîneur de l'ASFA et de Saint-Louis Basket. Raoul Toupane a été aussi membre des différents staffs des équipes nationales. Il était directeur technique national adjoint avant sa nomination. Raoul Toupane remplace Tafa Gueye au poste de DTN. Un mot sur le continent. 2 mois après le coup d'État opéré par des militaires au Niger, le président déchu Mohamed Bassoum a décidé de saisir la justice de la CEDEAO. Ce jeudi, le président Macky Sall estimait qu'il était encore possible de trouver une solution diplomatique au Niger. Le récit de Seydina Alunfal. Il est encore possible d'avancer vers une solution diplomatique au Niger. C'est la conviction du président Macky Sall. Depuis la décision du Conseil, du sommet des chefs d'État, où un ultimatum avait été donné, bien entendu, toutes les options étaient sur la table, y compris l'option militaire. Étant entendu que c'est la dernière option à entreprendre, bon, depuis lors, évidemment, il y a eu des initiatives à la fois diplomatiques et des discussions underground sous la direction du Nigeria. Cette dernière option militaire ne saurait être faite que lorsque, véritablement, toutes les pistes auraient été épuisées et que, surtout, le pays qui est la nation cadre, dans ce cas, qui est le Nigeria, frontalier, lorsqu'il jouera son rôle dans cette option, les autres pays sont tout à fait prêts pour jouer leur partition. Mais moi, j'ai espoir que la raison va finir par prévaloir et que la junte devrait prêter attention à ce qui se passe autour de nous pour ne pas finalement nous pousser à l'ultime décision qui serait
une intervention militaire qui, du reste, n'est pas nouvelle dans le cadre de la CEDEAO. Je pense qu'il est encore possible d'avancer raisonnablement vers une solution. 2 mois après le coup d'État perpétré par les militaires, le président Mohamed Bazoum a décidé de saisir la justice de la CEDEAO pour obtenir sa libération et le rétablissement de l'ordre constitutionnel dans le pays. La requête déposée évoque l'arrestation arbitraire et la violation de la liberté d'aller et venir du président Bazoum. Les auteurs du coup d'État avaient annoncé leur intention de poursuivre Mohamed Bazoum pour haute trahison et atteinte à la sûreté du pays. La CEDEAO avait menacé d'une intervention militaire pour rétablir l'ordre constitutionnel. L'organisation donne la priorité à la voie diplomatique. Le régime militaire au Niger cherche des alliés. Il prévoit pour le moment une transition d'une durée de 3 ans. L'actualité reprend ses droits aux environs de 23 heures. Merci de votre fidélité. Bonne soirée à tous. Chers téléspectateurs, bonsoir. L'actualité météorologique, c'est des orages et pluies qui vont se maintenir.